passer à la première table ronde que nous avons intitulée Souveraineté nationale et industrielle. Je vais d'abord commencer par vous présenter les gens qui sont à la table. Mon ami Ali Razvi qui dirige l'Académie géopolitique de Paris. À côté Fred Pierucci, que peut-être tout le monde connaît, Frédéric Pierucci, que peut-être tout le monde connaît ici, qui est le dirigeant d'Alstom qui a été incarcéré dans le cadre du FCPA aux États-Unis. Jacques Mia, et moi, on présente encore, qui est député honoraire, vénérable défendeur de la cause des indépendances des États et de la souveraineté, maire de Maison Lafitte. Qu'est-ce que je peux dire encore? je compléterai. D'accord, je vous laisserai compléter. Pierre Lelouch, ancien ministre des Affaires européennes, auteur du rapport que Olivier Marleix a nommé, qui s'appelait Extraterritorialité de la législation américaine et qui est sorti en 2007. Et qui a été un des premiers rapports faits sur ce sujet. Le premier. Le premier. Il y a eu le rapport Alstom. Non, Le seul rapport. Le seul rapport parlementaire. À côté Patricia Lamonde, députée européen et chercheuse pour quelques jours encore, jusqu'au 3 juillet. Elle fait partie de ceux qui s'en vont. Et puis Emmanuel Leroy, politologue, qui viendra nous parler de la Russie. Donc, je laisse la parole au vénérable monsieur Chers collègues, Goudière, Frédéric, Leslie, je me levais parce qu'à l'Assemblée nationale, chaque fois que je prenais la parole, vous savez ce qui se passait en face, il disait debout, debout. Alors je leur répondais à chaque fois, si tu ne me vois pas, tu vas m'entendre. Donc, et puis c'est mieux de parler debout parce que ça permet effectivement de supporter la voix. Alors, je vais vous parler effectivement de l'extraterritorialité comme je la vois moi, entre réalité et dérive. Alors, pour compléter, j'ai passé 10 ans de ma vie à la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay, où je me suis quand même quelquefois très opposé aux Américains, et je vous raconterai, et on les a bloqués. On les a bloqués parce qu'il y avait une volonté politique de les bloquer. Parce que dans ce qu'a raconté tout à l'heure Olivier, le point central, c'est de savoir si on veut s'opposer ou si on se couche. C'est ça la réalité des choses. Alors, l'extraterritorialité, elle a toujours existé, il ne faut pas se tromper. C'est l'article 14 du Code civil. Ce sont les articles du Code civil 113 et suivants pour effectivement un certain nombre de crimes et délits commis par les Français ou sur les Français à l'étranger. Donc ça existe, il ne faut pas se leurrer. Et on l'a complété dans la loi Sapin 2 avec les articles 435 et suivants sur la corruption. Je passe vite parce que je pense qu'il vaut mieux que vous ayez la parole et que chacun puisse intervenir. Et puis l'Union européenne a aussi, je dirais, utilisé l'extraterritorialité. Il y a notamment eu des rapports, des arrêts de la Cour et le règlement 648-2012 sur les produits dérivés, où il y avait effectivement la prise en compte de ce qui peut se passer à l'étranger pour réglementer ces affaires, notamment dans des transactions avec les tiers, s'il y a, et ça c'est le mot capital, des effets directs sur les marchés européens. Donc c'est la théorie des effets. Et vous savez que cette théorie des effets a notamment joué, y compris en Europe, où la Commission a condamné ou accepté des fusions qui se passaient aux États-Unis, mais qui ont des effets sur, je dirais, la concurrence loyale et non faussée en Europe. Donc c'est la théorie de la position dominante qui peut avoir des effets en Europe. Alors, pourquoi effectivement le problème se pose avec les Américains, puisque vous allez me dire, mais on fait aussi des choses similaires. Ce n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'Olivier et Pierre va sans doute encore en dire davantage. Quand on fait la liste véritablement des lois américaines qui ont des connotations ou des volontés extraterritoriales, c'est étonnant. Il y a le fameux Foreign Corrupt Practice de 1977 sur les problèmes de corruption, complété par, bien sûr, la Convention OCDE de 1997 sur laquelle on reviendra, et qui est gérée par l'OFAC. Vous avez l'International Emergency Economic Powers, qui instaure des pénalités pour non-respect des embargos, ça c'est très important,
parce que le nombre d'embargos qui existent aux États-Unis, c'était pas avec Pierre quand j'y étais passé, mais je me souviens que les pétroliers américains disaient mais c'est complètement dingue, on est coincé de partout avec le nombre d'embargos qui existent. Il y a bien sûr le fait de la loi qui est de commercer avec l'ennemi, il y a Helms-Burton, il y a la loi RICO, qui est d'abord une loi anti-mafia, mais qui maintenant a des effets extraterritoriaux. Il y a Sarbanes-Oxley, il y a FACTA, qui est le Foreign Account Tax Compliance Act, et ça c'est un problème qui se pose, y compris notamment dans le cas que nous avons vu avec Pierre, sur les Américains malgré eux. Vous savez, c'est l'enfant qui est né aux États-Unis, qui est resté 1 mois, et qui rentre en France avec ses parents, et qui tout d'un coup, on lui dit, bah, tu dois rendre des comptes au fisc américain parce que tu es américain. Et donc, c'est véritablement un problème. Et c'est une loi de juillet 2017. Et il y a l'ICLOUD, il y a la Convention OCDE, et il y a le Patriot Act. Tous ces mélanges, véritablement, de lois américaines ont des connotations extraterritoriales. Et donc, il faut y ajouter, des opérations, notamment de Joint Comprehensive Plan for Action, JCPOA, avec l'Iran, où c'est un sénateur américain qui menace les entreprises françaises en disant si vous continuez à avoir du commerce avec l'Iran, eh bien nous ferons des procès aux États-Unis. Donc vous voyez, c'est véritablement une idéologie nationale, du moins certains. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Bien sûr, les Américains vont dire la main sur le cœur, mais nous luttons contre le mal. Hein, nous luttons contre le mal, et donc, bien évidemment, vous ne pouvez pas, je dirais, couvrir les faits de corruption. Oui, d'accord, mais simplement, si la corruption, on peut toujours encore véritablement regarder ce qu'il en est, les autres lois sont véritablement des lois d'influence, des lois d'instrumentalisation et des lois qui n'est plus le soft power, mais qui est la volonté de l'Amérique impériale. Aron avait dit, elle est impériale, elle n'est pas impérialiste. Là, elle est devenue impérialiste parce qu'elle veut tout contrôler. Et donc, tout repose bien évidemment sur ce qu'ils défendent, à savoir le critère de rattachement. Car en droit international, il y a 2 compétences, et j'aurais dû le rappeler dès mon propos, il y a une compétence territoriale et une compétence personnelle. Vous pouvez effectivement, en tant que Français, compétence personnelle, être attraire devant les tribunaux français parce que vous avez commis un meurtre, je ne sais pas, en Thaïlande ou ailleurs, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, le lien de rattachement, alors qu'il était en droit international classique assez simple et bien défini, notamment par l'affaire Lotus, de la Cour permanente de justice, en réalité ici, on sait que avoir utilisé le dollar et avoir une chambre de compensation aux États-Unis, à utiliser Gmail, c'est-à-dire les serveurs, va donner à la justice américaine véritablement ce lien de rattachement qu'il clame pour être compétent. Et c'est là où véritablement j'estime que ce n'est pas acceptable. Alors comment lutter? Bien, indépendamment justement de la volonté politique et je dirais de pouvoir agir fortement contre cet impérialisme juridique, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'ambiguïtés. La première ambiguïté et des obstacles à surmonter, c'est l'attitude de nos propres sociétés. Quand vous savez que dans l'affaire BNP Paribas, le gouvernement français, et je pense que Pierre va vous le dire dans quelques instants, a été mis au courant par la BNP au moins 7 à 8 ans après, si ce n'est pas 10 ans. Et que ces gens de la BNP, grands garçons, disaient on va se débrouiller nous-mêmes. Et puis, il y a véritablement aussi le rôle ambigu des avocats. Parce que pour avoir connu le directeur des affaires juridiques d'Alstom, qui avait proposé des solutions, les avocats américains ont dit non, 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 il faut plaider coupable, il faut plaider. Alors quelle est la réalité du système? Ben, ça veut dire que les avocats américains, lorsqu'ils marchent aux honoraires, ils se font, pardon, véritablement, je dirais, un petit monticule d'honoraires qui n'a rien à voir avec ce que les avocats parisiens qui sont tarifés ou presque, vont percevoir. C'est parfois 2 à 3 millions de dollars, et donc ils essaient d'attraire, je dirais, les affaires aux États-Unis, parce qu'ils savent que, véritablement, là, le cash va tomber. Il y a le rôle, bien sûr, du DOJ, c'est-à-dire du département de la justice, dont on voit très bien qu'ils travaillent en connivence avec les services américains. Il y a que des imbéciles pour croire que ça ne va pas être le cas. Et puis, il y a ces affaires du monitorage, les moniteurs, vous savez, qui sont posés dans un certain nombre de sociétés françaises pour la conformité, c'est-à-dire qu'on leur dit
Maintenant, on veut savoir véritablement que vous ne faites plus de la corruption, donc c'est la compliance, pour parler franglais, et j'estime que avoir sur le territoire national des moniteurs qui sont véritablement directement reliés ensuite à la justice américaine, c'est véritablement une violation directe de la souveraineté, et je m'aperçois qu'il n'y a pas un juge français pour s'en saisir à ce propos, ce qui est scandaleux. Alors bien sûr, on a répondu pour ce qui est de la corruption avec la loi Sapin. On ne va pas véritablement, je dirais, épiloguer là-dessus. C'est une réponse sur le principe non bis in idem, c'est-à-dire que si nous poursuivons, vous, Américains, vous ne poursuivrez pas, on s'en charge, on fait, je dirais, on lave notre linge sale nous-mêmes et on accorde des indemnités. Simplement, toute cette affaire-là, qui est fondée sur la Convention OCDE de 97 et notamment l'article 4, où l'article 4, dans un commentaire qui fait partie du texte de la Convention, il est dit que le lien de rattachement à l'État qui poursuit n'a pas à être véritablement, il peut être faible. Et c'est là où il y a un problème, c'est là où effectivement utiliser le dollar va permettre à la justice américaine d'être compétente, c'est là où si vous utilisez Gmail parce qu'il y a des serveurs aux États-Unis, vous risquez effectivement d'être attrait devant les tribunaux, et c'est à mon avis une nécessité de réformer, je dirais, cette convention. Et puis, il y a toutes les autres lois qui ne relèvent pas de la corruption. Il est évident que sur les lois d'embargo, on est véritablement dans un simple délire. Quand la BNP se fait condamner parce qu'elle a commercé avec, je dirais, Cuba, alors que nous, les embargos sur Cuba, on n'en a pas, là, il est clair que ce n'est pas acceptable. Et l'Union européenne avait élaboré le règlement de 2271-96 anti-boycott, mais visiblement, il n'a pas l'air d'être très efficace. Alors, moi, je vais vous dire une chose, c'est que si cette affaire ne remonte pas au niveau de la protection diplomatique de nos entreprises et des personnes françaises, eh bien, je crois qu'on capitule véritablement devant, je dis bien, l'ennemi. On capitule devant l'ennemi parce que là, on n'a pas affaire à des alliés, on a affaire à des gens qui veulent déstabiliser nos entreprises et qui veulent prendre des parts de marché avec des méthodes qui sont indignes. Je voudrais dire que j'avais proposé à Fabius depuis longtemps, lorsque j'étais député, d'aller à l'arbitrage interétatique sur ces sujets. Silence radio. Silence radio. Jamais le gouvernement n'a voulu véritablement élever cette affaire au niveau de protection diplomatique et aller à l'arbitrage interétatique qui serait possible sur la convention d'établissement de 59 à l'article 13 qui prévoit une clause d'arbitrage si on n'a pas réglé les affaires avant. Et puis moi je le dis comme je le pense, parce que je vais en terminer avec ça, c'est des mesures de rétorsion. Si vous ne montrez pas la force vis-à-vis des États-Unis, je peux vous dire qu'ils continueront. Parce que, comme m'a dit un jour Sarkozy, ils ont des chaussures de 67 et ils vous marchent sur les pieds. La belle affaire, et ben moi aussi, je peux prendre des mesures de rétorsion et je peux vous dire que c'est... Et je vais vous en citer un cas dans quelques instants. Parce que, et ça j'en suis intimement convaincu pour avoir encore discuté avec quelques ex-collègues du Quai d'Orsay, il est clair que Trump, et on l'a vu, d'ailleurs on vient de le voir dans l'affaire franco-mexicain, il y va au bluff. C'est-à-dire qu'il fait monter les enchères comme tout commercial qu'il est, et puis en ce moment, ensuite il négocie. C'est ce qui vient de se passer avec le Mexique. Donc il est nécessaire de s'opposer, je dirais, mordicus à ces méthodes. Et Frédéric, effectivement, dans son livre, lorsqu'on fait la somme des amendes, c'est quand même extrêmement incroyable et on ne peut pas accepter ça. Alors vous allez me dire, mais quelle mesure de rétorsion? Vous savez, on peut en trouver. Mais moi j'en avais proposé une, c'est qu'on pourrait demander à Goldman Sachs de nous payer ce que nous a coûté l'adhésion de la Grèce et la falsification des comptes. Il y en a des centaines de millions. 150 milliards. 150 milliards, merci Pierre. 150 milliards. Donc on pourrait très bien dire maintenant, hop, par ici de la bonne soupe, vous Goldman Sachs, on vous fait un procès en France et on négocie. Et là je peux vous dire que là je voudrais bien savoir, parce que vous savez ce que c'est Goldman Sachs. C'est l'école nationale d'administration américaine. C'est-à-dire quand vous êtes au gouvernement, vous êtes au Trésor, et quand vous êtes dans l'opposition, vous êtes dans les laboratoires d'idées qui sont pilotés toujours par les mêmes de Goldman Sachs. Donc à mon avis, c'est ce qu'il faudrait faire, et il est clair. Et je vais vous citer un cas, parce que je l'ai vécu et je l'ai défendu.
On vous dit, mais les Américains sont puissants, on ne peut rien faire. Ce n'est pas vrai. Et je vais vous raconter l'affaire rapidement d'Urengoy. Qu'est-ce que c'est que l'affaire d'Urengoy? Ça se passe au moment où les Soviétiques entrent en Afghanistan et où, bien évidemment, tout le monde criait « c'est inadmissible », etc. Et embargo américain, notamment sur une succursale et filiale européenne qui s'appelait Dresser et qui livrait des compresseurs pour le gazoduc d'Urengoy. Or, le gouvernement de l'époque, ça se passe 80-81, que ce soit Giscard d'Estaing ou que ce soit ensuite Mitterrand, voulait livrer les compresseurs pour maintenir le dialogue avec les soviétiques. Et donc, il y avait un embargo. Et Dresser France, qui est succursale d'une néerlandaise, dit « moi je ne peux pas ». Et donc on s'est creusé la tête au cours d'une réunion qui a eu lieu à la direction des affaires juridiques à laquelle je participais. Tout d'un coup, il y a un gars de l'aviation civile qui dit « on a réquisitionné un aéronef dans quel cas ?» Réquisition. Je regarde l'ordonnance de 59 et nous avons réquisitionné Dresser pour qu'il livre les fameux compresseurs. Il avait donc l'excuse légale et les Américains ont capitulé. C'est aussi simple que cela. Donc c'est un problème de volonté politique et j'en terminerai par cette fameuse phrase de Virgile, jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant.